Si on ne part pas de ce surgissement de la culture, mais si on prend la culture uniquement en tant que résultat, on va avoir du mal, surtout nous en Occident, qui avons l'habitude de nous prendre pour le centre du monde, on va avoir du mal à comprendre, à aller jusqu'au bout de cette question de la diversité. Je vais vous donner un exemple que vous allez tout de suite comprendre. C'est l'exemple de Seydou Keïta, qui est un photographe malien, qui est décédé maintenant. Et c'est un homme, un jeune homme en 1949, qui fait une échoppe de photographie à Bamako. Et il photographie les gens, il fait des portraits. Les gens viennent se faire tirer le portrait pour mettre dans leur album, pour mettre dans leur salon. Et c'est un très bon photographe, donc il a une bonne clientèle, il fait vivre sa famille avec ce travail. Et voilà, sa vie se déroule comme ça. Et puis arrive un moment, il est déjà un vieil homme, où une photographe française va découvrir Bamako, les photographes bamakois, entre dans cette échoppe et découvre des photos magnifiques. Et alors vous entendez le mot découvrir. On dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Beaucoup d'Indiens disent que les Indiens ont découvert Christophe Colomb. Comment? C'est plus exact, oui. Et là, d'une certaine manière, c'est un peu la même histoire qui se passe. Mais du simple fait de ce regard d'une femme qu'on peut d'ailleurs respecter pour avoir su voir dans une échoppe de photographes bamakois, avoir su voir des grandes images, hein, c'est pas tout le monde qui aurait cette liberté d'esprit, du jour au lendemain, toute la représentation de cet homme change, c'est-à-dire qu'il devient par exemple un artiste. Ses photos deviennent des œuvres. Et le résultat immédiat de cette affaire, c'est que ces photographies qui étaient chez les gens, tranquillement, tiens, je te montre la photo de ma grand-mère, etc., sont happées par le système occidental de l'art, et toutes ces images qui étaient là pour éclairer le regard des compatriotes de Seydou Keïta deviennent des éléments qui viennent éclairer le regard du centre du monde, c'est-à-dire du monde occidental, dans les galeries parisiennes, etc., voire parfois pour être placés dans les coffres-forts comme moyen de spéculation. Nous avons perverti la vocation de l'artiste en croyant donner une valeur absolue à l'art, alors que nous ne faisions que relativiser sa valeur, ennoblir les pratiques artistiques en faisant autre chose que des passe-temps. Mais la généralisation au plus grand nombre n'en constitue pas pour autant le passage à une véritable participation culturelle. Or, l'art est culturel par nature, il est expression d'un sens humain. Et c'est simplement à ce titre qu'il est en droit ouvert à tous. Alors non, nous ne sommes pas des artistes au sens de créer des œuvres de cette valeur, mais l'art nous habite au sens où nous pouvons être touchés par des œuvres d'une telle valeur. L'art n'est pas là pour nous divertir, au contraire, il nous reconduit à notre vraie nature, exister en tant qu'être culturel. Vous savez peut-être comment sont construits les films hollywoodiens, il faut que telle scène de suspense succède à telle autre scène d'émotion qui succède. Tout est fait pour constamment relancer l'attention, constamment nous séduire, nous capter, nous happer. C'est la même chose si on réfléchit à la façon dont on s'immerge dans un jeu vidéo, avec l'avatar qu'on prend, qui est à la fois nous, pas nous, enfin, tout ce genre, comment dire, ce régime d'attention est clairement en rupture avec l'attention dont on a besoin pour lire un texte, et notamment un texte difficile, et notamment un texte de philosophie, c'est-à-dire un texte qui ne livre pas ni son sens ni son intérêt au premier abord. Donc pour résumer l'opposition, ce serait l'attention qui est sollicitée dans le divertissement, que ce soit les jeux vidéo ou le cinéma, ce serait quelque chose qui relèverait de « je suis immergé dans, je suis pris par un sentiment, il y a quelque chose qui m'entraîne en fait ». Là où il me semble que, un peu nécessairement, quand on est face à un texte, et encore plus quand on est face à un texte qui a été écrit il y a 3 siècles, il y a 5 siècles ou il y a 2000 ans, il y a nécessairement une distance, c'est-à-dire que nécessairement on ne comprend pas d'abord quel est son sens, ni son intérêt. Et donc il y a forcément une sorte de tension de la volonté, comme dirait Descartes, une espèce de tension de l'attention qui requiert un effort. Vous en aviez parlé. Et ça, c'est comme si on n'avait plus l'habitude de le faire et que la frustration que ça engendre, elle était d'autant plus intensifiée
qu'on a cette expérience courante, au contraire d'être happé par tel jeu, tel film, etc. Et que c'est ça dont on a l'habitude et c'est ça qu'on aime. Voilà. J'ai l'impression que ça pose un vrai problème au sens où pour s'approprier quelque chose de nouveau, justement, il faut prendre ce temps de la concentration volontaire, qui n'est pas celui de juste être porté par un flux. Et notamment pour découvrir des choses qui justement ne nous séduisent pas au premier abord, c'est-à-dire pas pour rester, vous en avez parlé Daniel Bougnou à propos de comment est-ce qu'on se promène sur l'internet. Internet tend à favoriser les choses qu'on connaît déjà ou qui correspondent déjà à nos goûts. Or, c'est précisément l'intérêt des textes qui nous permettent éventuellement de rencontrer des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, à mon avis, ça pose ce type de problème. Le rapport qu'on peut avoir à la grande culture quand on a cette habitude d'un autre rapport à l'attention, à la captation de l'attention qui est dans le divertissement. Le discours habituel, c'est de dire, vous autres les jeunes, vous êtes une sorte de créatures un peu nouvelles, que nous autres, un peu grisonnants, on ne comprend pas bien, qu'en général, nous autres grisonnants, surtout nous autres profs, on condamne parce que vous ne seriez pas capable de vous concentrer sur un texte, de vous concentrer sur la parole magistrale et fascinante qu'on vous adresse généreusement dans nos cours. Donc vous auriez un déficit attentionnel, hein, vous seriez distrait. Bon. Là, c'est plus intéressant chez Catherine Hale, elle dit, on peut appeler ça de la distraction si on veut, mais c'est un régime attentionnel qu'on peut tout à fait appeler hyperattention. Et si vous autres jeunes, si c'est le cas, vous développez ce régime attentionnel, c'est pas seulement pour ennuyer les professeurs, pour ça que ça serait peut-être une bonne raison, mais c'est aussi parce que vous avez besoin de développer ce régime attentionnel pour faire face aux demandes qui vous sont imposées. Alors, elle oppose à cette hyper-attention une attention profonde, qui est ce dans quoi nous travaillons, nous autres les littéraires. Je donne sa définition de l'attention profonde. Se concentrer sur un seul objet pendant de longues périodes, par exemple un roman ou 5 volumes d'Aragon en Pléiade. Ignorer les stimuli extérieurs durant cette phase d'absorption, fermer son téléphone portable, ne pas être en train de tweeter en même temps qu'on est en train de lire Aragon. Préférer n'avoir qu'une seule source d'information, avoir une haute tolérance pour de longues périodes de focalisation. Donc là, ça me semble plus intéressant, plutôt que de dire il y a du divertissement, il y a de la culture, alors il y a de la distraction chez les jeunes, et puis il y a de la concentration chez les profs de littérature, de dire il y a plusieurs régimes d'attention. Nous sommes également en train de vivre une époque charnière avec l'apparition d'un monde numérique qui modifie complètement notre rapport aussi bien à la science qu'à la culture. La civilisation est aujourd'hui confrontée à une source finalement trop importante de connaissances, parmi lesquelles il devient impossible de faire le tri. Là où auparavant la transmission du savoir se faisait dans un mouvement vertical descendant où les élites le diffusaient au peuple, c'est aujourd'hui au peuple d'aller le chercher directement autour de lui. Mais est-ce que cette recherche est une réelle participation au domaine scientifique et à sa progression ? On assiste en effet à une sorte d'illusion de cette participation, car nous sommes tiraillés entre deux extrêmes. D'un côté, seul le scientifique est vraiment capable de se prononcer sur un point précis de la science qu'il étudie, même s'il manque d'une vision globale. De l'autre côté, chacun se croit scientifique, bien que n'en ayant pas les moyens, à cause de cette recherche du savoir. À travers la vulgarisation des sciences, chacun peut effectivement se sentir expert en faisant quelques recherches sur Internet, mais son savoir sera pourtant trompeur car finalement creux. On assiste donc à l'exemple même que l'augmentation des savoirs scientifiques dans une civilisation n'en augmente pas la culture. On assisterait même plutôt au phénomène inverse. Même les décisions que nous pouvons considérer comme légitimes, positives et agréables, c'est bien d'avoir le TGV. Moi, je suis un fan du TGV. Ça n'a jamais été décidé de façon démocratique. Le développement nucléaire de la France, qu'il soit militaire ou civil, n'a jamais été discuté au Parlement. Jamais. Ce qui veut dire que nous sommes, de ce point de vue-là, dans un système qui est hors démocratie. Alors évidemment, ce qu'on dit en général par rapport à l'autre solution, qui serait bon, mais ouvrons un débat démocratique et tranchons tous ensemble. Et mais non, mais c'est l'argument que je donnais tout à l'heure par rapport
aux gens des Lumières. Mais non, mais nous ne sommes pas assez compétents collectivement, on ne peut pas donner le droit de vote à des gens qui ne comprennent pas vraiment comment marche une centrale nucléaire, alors on développe, ou on va développer dans le futur de grands programmes de culture scientifique, et puis peut-être qu'un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle, tout le monde sera assez savant pour qu'on puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Ah oui, mais se prononcer en toute connaissance de cause, c'est pas la démocratie. La démocratie, elle est faite, quand il faut se prononcer, en méconnaissance de cause, en relative méconnaissance de cause. Elle est faite parce que précisément, il n'existe pas d'argumentation globale et convaincante qui permette de convaincre tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on fait ce pari, c'est un pari extrêmement risqué, on demande à chacun son avis, et on décide que la majorité l'emportera. C'est un pari permanent, c'est un pari risqué. La démocratie peut se retourner contre elle-même, et elle l'a déjà fait. Je rappelle que Hitler est arrivé au pouvoir de la façon la plus démocratique qui soit, c'est-à-dire à remporter la majorité relative, en tout cas, aux élections. Donc, la démocratie est un système qui se met elle-même en permanence en danger. C'est ce qui fait sa faiblesse, c'est ce qui fait aussi sa grandeur. Et donc, vous voyez que prendre argument du fait qu'il n'y a pas de compétences scientifiques suffisantes de la part de la majorité de la population pour exempter des procédures démocratiques le développement technoscientifique est une absurdité, parce que, bien fini, parce que de la même façon, par exemple dans les jurys d'assises, vous avez des jurés qui sont tirés au sort. Et n'oubliez pas qu'il y a peu de temps, ils tranchaient, au sens propre du terme, quant à la vie et à la mort des accusés. Je ne suis pas d'un optimisme farouche. Il est possible que la réponse à court terme ou à moyen terme soit relativement négative, et que d'une certaine façon, nous rentrions dans un système, bon, oui d'accord, on continuera à voter pour les députés, les maires, les présidents de la République, c'est déjà pas mal, mais si les décisions essentielles qui conditionnent notre présent et notre avenir sont des décisions de nature technoscientifique, et c'est le cas. Le nucléaire, on a fait allusion à l'aéroport, à Nouvelle-Zélande, etc. Ça constitue une partie essentielle de la façon d'être de cette société. Si ces décisions ne tombent pas, si j'ose dire, dans le pot commun de la démocratie, alors, je parlais tout à l'heure de despotisme éclairé, mais il y a son symétrique qui nous menace, qui est la démocratie éteinte. Ces techniques, elles sont moins appliquées à l'environnement qu'à l'être humain lui-même. Au fond, nous sommes devenus particulièrement inquiets relativement au progrès scientifique et technique parce que nous mettons en place des technologies de manipulation du vivant, de manipulation des comportements humains. Et c'est ça la chose nouvelle. La maîtrise du vivant nous donne le sentiment de nous exposer à une immaîtrise. C'est le problème, et c'est le problème qui porte presque intégralement aujourd'hui sur la modernité. L'idée de modernité était associée à cette maîtrise de la nature, à cette maîtrise de soi, de l'homme. Eh bien, aujourd'hui, si l'on suspecte la modernité, c'est pour autant qu'on a le sentiment qu'elle a laissé se développer quelque chose comme une immaîtrise.